Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur le 88.1 Campus Bordeaux à l'écoute de votre émission panafricaine Passeport. Passeport est une émission musicale qui, à sa manière, fait disparaître les cicatrices de la colonisation, dont certaines sont représentées par ces frontières imposées aux États africains. Avec Passeport, nous allons parcourir l'Afrique de fond en comble, ce continent tellement dominé. Il est réduit en un vulgaire domino sur lequel se branchent toutes les puissances sans pour autant en respecter les polarités. Le résultat est là, pas fameux. Avec Passeport, nous disons halte aux raquettes que subit notre chère mère Africa. Oui, étrange Afrique, celle qui fait du neuf avec du vieux, ne jette rien, crée toujours avec une belle vitalité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la réalisation et la présentation de cette émission, votre fidèle serviteur, Tassouma, le feu qui brûle les imprudents tout en réchauffant les frileux, mais surtout... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, rebonsoir et bienvenue sur le 88.1 Campus Bordeaux. Il est exactement 20h passé de 2 minutes. Ismaïla, bonsoir. Bonsoir Alioune, bonsoir aux chers auditeurs de Radio Campus Bordeaux et aux auditeurs de Passeport. C'est un honneur de vous retrouver ce soir dans cette émission panafricaine qui reçoit aujourd'hui le professeur Ousmane Sari, qui est docteur en géographie humaine et spécialiste du développement durable. Il va revenir encore sur cette présentation. Il est aussi le coordonnateur exécutif de l'association Afrique-Europe Convergence, donc une association que nous allons découvrir en cours de cette émission. Alors, s'il n'y a pas quelque chose à passer, on va passer directement la parole à notre invité Ousmane Sari. Donc, Ousmane Sari, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes le coordonnateur général de cette organisation qu'on appelle Afrique-Europe Convergence. Avant tout, je vais vous laisser vous présenter aux auditeurs de Radio Campus Bordeaux et de cette émission Passeport. Oui, bonsoir Ismaïla et merci beaucoup pour cette invitation. Je voudrais remercier aussi donc notre technicien et remercier en fait l'ensemble du personnel de Radio Campus. Merci de l'honneur que vous m'en faites en m'accueillant en fait aujourd'hui pour parler de notre association Afrique-Europe, aussi de parler de notre vision du monde, de l'Europe, de la jeunesse, de l'Afrique. Et donc voilà. Et je suis donc Ousmane Sari. Je suis professeur d'histoire-géographie, donc comme vous le savez aussi chargé de cours à l'université Bordeaux-Montaigne. Je suis docteur en géographie, spécialiste bien entendu sur les questions de développement durable que j'ai travaillé durant mon cursus jusqu'au mon master 2. Et ensuite, j'ai travaillé sur les questions d'aménagement et de nouvelles technologies dans une grande ville africaine comme Dakar, où j'ai appris beaucoup de choses en fait sur ces questions-là. Et aujourd'hui, je me plais bien en fait dans le métier que j'exerce, qui est celui d'un professeur d'histoire-géographie, qui me permet d'avoir une vision du monde que j'essaie justement de traduire en programme, en projet comme celui d'Afrique-Europe. C'est quoi exactement pour ces auditeurs qui viennent de découvrir cette organisation? L'association Afrique-Europe émane, disons en fait, d'un constat. Il faut dire que l'humanité est une et indivisible et vit et vivra toujours dans la diversité, mais aussi dans des divergences. Et donc, c'est pour ça, en fait, il est nécessaire pour nous, malgré nos différences, de pouvoir chercher à construire des convergences. Et sur ce plan-là, si on ramène ça à l'échelle euro-africaine, on voit aujourd'hui que, à travers l'histoire,
que l'Afrique et l'Europe sont des continents, de cette manière, siamois. Nous cheminons ensemble aujourd'hui. Aujourd'hui et demain. Comme je le dis souvent, combien sommes-nous en ce moment à éprouver des difficultés pour choisir entre les deux. Mes enfants, par exemple, et ils sont des deux continents. Et tant de millions encore d'autres. Ça, c'est l'histoire, en fait, qui est écrite ainsi. Et qu'aujourd'hui, il suffit de regarder, par exemple, la nature des échanges, du volume des échanges, de l'intensité des échanges entre ces deux continents, y compris les échanges virtuels et réels, matériels et immatériels, aériens et terrestres, et maritimes, licites, illicites, pour comprendre que ce sont deux continents véritablement inséparables. Et donc, face à tout cela, il y a quand même, disons, une génération en ce moment, une génération donc de cette manière à la dent dure, qui émerge et qui patauge dans le bout de contradictions. Et ces contradictions sont souvent idéologiques et se traduisent, pour parler de manière géographique, sur le plan territorial, et parfois uniquement, en fait, une lecture, disons, géoéconomique de ce qui se passe actuellement. Alors, il y a un principe qui, pour moi, doit être toujours en avant. C'est un principe qui se décline et qui doit tenir, en fait, et qui tient, en fait, donc je pense, toutes les sociétés. C'est le respect qui est la base des valeurs. Ça, ça ne négocie pas ça. Le respect est la base des valeurs, d'égalité et de liberté. C'est pourquoi, en fait, nous sommes engagés pour créer des dynamiques convergentes entre les deux continents afin de construire un avenir en commun. Alors, vous avez dit à l'entame de votre propos que ces deux continents qui sont inséparables, liés par l'histoire et beaucoup de choses. Alors, on sait que ces deux continents cheminent ensemble. Est-ce que la création de cette organisation, c'est par un ressenti d'un vide qui existe ou bien il y a quelque chose que vous voulez combler? Qu'en est-il exactement? En fait, nous sommes, notre objet ici, aujourd'hui, c'est d'être une force de proposition. Une force de proposition dans tous les domaines. Notre objet, c'est de pousser en fait donc les décideurs sur la base des valeurs. Moi, je crois vraiment aux valeurs. Les valeurs, moi, je les négocie pas. Donc, la démocratie, la liberté, l'égalité. Et donc, c'est d'être en fait donc une force de proposition pour les décideurs. Et pour l'ensemble des acteurs, associations, ONG, etc., les institutions. Ensuite, il est pour moi et pour nous important de servir de plateforme de rencontres et de dialogue sur des sujets géopolitiques. Donc, nous allons organiser, par exemple, des rencontres pour parler, en fait, de nos relations actuelles, qui sont extrêmement difficiles. Ensuite, il s'agit aussi d'être au diapason de notre monde. Car notre monde aujourd'hui, la Terre, comme on dit, est un village global, comme on dit, mais quand même avec des entités, avec des très profondes inégalités. Et donc, quand on observe cela, aussi, on se rend compte que l'Afrique est le grand perdant, encore une fois, de l'histoire. Et la réalité aujourd'hui, c'est que malgré tout ce que ce continent a subi, comme atrocité, comme horreur, ce continent a encore des ressources à partager. C'est pour cela, en fait, le premier donc, critère de mon engagement, de notre engagement, c'est en fait donc d'établir des relations justes, équitables, équilibrées avec l'Europe. Et juste pour l'Europe aussi,
l'Europe a besoin de l'Afrique. L'Afrique a besoin de l'Europe. Et pour parler, en fait, comme parle de manière courante, on dit que l'Afrique est extrêmement riche, naturellement et humainement. L'Europe est riche technologiquement et financièrement. Essayons de trouver des convergences, cependant, sans oublier l'histoire. Alors, sans oublier l'histoire. Alors, quand vous parlez d'Europe et Afrique, est-ce que cela sous-entend que donc, l'organisation regorge de personnes qui viennent des deux côtés? Oui, effectivement. Nous avons une... tout est symbole, en fait, si vous voulez. Il regorge de personnes, en fait, qui sont marquées par le métissage, qui est, en fait, plus séculaire depuis des siècles. Donc, je dis souvent que, juste un mot avant de répondre à ta question, Ismaël, parfois, quand on voit un Sénégalais en France, on dit qu'il est étranger. Mais comment on peut être toujours étranger dans un pays avec lequel on a partagé plusieurs pans culturels depuis des siècles et des siècles, dans un pays dont on a participé avec tant d'efforts à la construction. Donc je vais pas revenir sur la colonisation et autres, mais en fait, aujourd'hui, il est clairement établi que l'Afrique a contribué à construire l'Europe, et l'Europe aussi a contribué à construire l'Afrique dans des domaines bien entendu pour chacun différents. Et notre association, justement, est le produit de cette longue histoire. Notre présidente s'appelle Claude Bertrand. C'est une franco-centrafricaine. Donc moi, je suis un sénégalais coordinateur exécutif. Nous avons comme trésorier Mohamed qui est tunisien, Marilyn qui est responsable du pôle communication qui est un franco-congolais, et ensuite on a au niveau du pôle à notre conseil d'administration d'autres personnes dont l'ADN c'est ce métissage que nous comptons promouvoir, car c'est notre clé, qui, on espère, nous ouvrira toutes les portes. Alors, ce métissage que vous magnifiez, et cette association qui arrive aussi dans un contexte où on parle beaucoup des sujets relatifs à l'immigration. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, une organisation comme Afrique-Europe Convergence a des propositions à faire sur, par exemple, l'actualité concernant ce sujet? Bien entendu. Nous, on n'a pas dit qu'on va résoudre tous les problèmes. Mais le fait d'offrir des tribunes de dialogue entre les différents acteurs des deux continents, pour nous, en fait, c'est un grand pas vers la réalisation de ce que j'ai dit tout à l'heure, de relations équilibrées. Moi, mon vœu le plus cher, c'est qu'en fait, dans peu de temps, que les jeunes Africains puissent partir là où ils veulent, comme les Américains, comme les Australiens, comme les Allemands. C'est-à-dire qu'on ne leur demande pas les visas. Bien entendu, il y a une seule solution à cela: développer notre continent. Votre combat, donc, c'est un monde sans frontières. Un monde sans frontières. Moi, je suis plus que jamais, et je le revendique, je suis un homme, en fait, comme Engelhardt le disait en 1997, un homme mondial. Moi, je défends cela. Mais au nom mondial, cette mondialisation, je ne parle pas de cette mondialisation économique, mais au nom mondial dans la mesure où les cultures sont magnifiées parce qu'il y a une diversité et non pas une uniformité des cultures comme on veut parfois, nous occidentaux, en occidental aussi également, nous occidentaux, faire croire que la meilleure culture, c'est la culture occidentale. Non,
échangeons dans la diversité. Et donc, c'est dans ce cadre-là, je pense, qu'on peut arriver à changer, à transformer en fait les mentalités. Et justement, pour revenir donc à ta question, le problème majeur de la question donc, de l'immigration, c'est une question de mentalité, c'est une question de patience, c'est une question d'organisation. L'Afrique a en réalité 3 problèmes majeurs qui expliquent l'immigration. C'est l'absence d'une vraie démocratie. Ensuite, c'est la pauvreté. Et tout ça, au-dessus de tout ça, il y a la corruption. Et c'est ce contre quoi également nous devons nous mobiliser. Et si on voit ça, et quand je parle d'Afrique-Europe, oui, je ne dis pas qu'il n'y a pas la corruption en Europe, mais il y a des postures que des hommes politiques n'osent pas prendre, des décisions qu'ils n'osent pas prendre en Europe, parce qu'il y a une vraie démocratie. Et donc, à partir de là, il faut regarder, en fait, donc, ce qui se passe de l'autre côté. Il y a surtout des institutions fortes. Des institutions qui sont fortes, libres, indépendantes. Donc, le principe républicain qui consiste donc à donner un gage aux valeurs des institutions qui sont, disons, séparées avec un pouvoir partagé, c'est une réalité. Mais donc, pour lutter contre l'immigration, il faut que ces 3 fléaux soient bannis du continent. Et pour cela, justement, c'est qu'Afrique, Europe, et nous, on ne va pas prétendre, en fait, donc, tout réussir. Mais dans nos objets, donc, on a dans nos objets aussi l'intention de promouvoir la citoyenneté et les droits humains, de promouvoir la formation et l'éducation. L'Afrique, 75% de la population a moins de 35 ans. C'est une richesse. En même temps, c'est une bombe. Mais si, en fait, nous, on ne va pas pour essayer, pour moi, ce que j'appelle toujours, en fait, régler la question de l'accès dans notre continent, on ne va pas s'en sortir. On voit ce qui se passe dans les autres pays, où, en fait, où la valeur démocratique est reléguée au second plan. Pourquoi ? Parce qu'en fait, donc, les gens disent que plutôt, en fait, ce qui est fondamental pour nous, ce qu'on veut pour nous, c'est en fait juste satisfaire nos besoins fondamentaux. Et pour cela, on dit, bon, puisqu'il y a la corruption, justement, en fait, ce président corrompu, bien entendu, un président corrompu ne mérite pas de diriger un pays. Mais un coup d'État aussi ne permet pas, en fait, donc, de faire boire, de faire manger et d'amener tout le monde à l'école. On reviendra encore sur la situation politique en Afrique, mais j'aimerais aussi comprendre, est-ce que ça sera facile de mener cette action, surtout en Afrique, où on constate aujourd'hui que la jeunesse est devenue de plus en plus hostile à l'Europe. On a même constaté, il y a de cela 2 ans peut-être, au Sénégal par exemple, le déboulonnement de certains statuts de personnalités françaises ou européennes. Est-ce que vous pensez exactement que cette action sera facile en Afrique ? C'est là, je dis souvent, en fait, qu'il y a une chose qui est extrêmement importante. La déliquescence actuelle de notre planète nous fait oublier parfois, disons, la quintessence de ce que nous devons savoir et qu'on oublie souvent. C'est-à-dire ? Nous sommes tous dans le même bateau. Et nous sommes tous égale dignité. Et donc, ce qui veut dire que la personnalité et le caractère donc, de l'individu se mesure donc, au reflet de son histoire. Et oui, les Africains sont blessés. Ils sont blessés dans l'histoire. Il ne faut pas le nier. Et l'esclavage arabo-musulman sous l'Empire turc, l'Empire ottoman, on en parle peu, mais ces ravages ne sont plus mesurables. Mais à la lumière de ce qu'aujourd'hui, si on observe en fait, donc, l'histoire, alors qu'il y a des milliers en fait, donc, de personnes qui ont été donc, déportées de force dans l'Empire ottoman, on a de quoi en fait, donc,
se sentir blessé par cela. D'autant plus, il n'y a plus dans ces pays-là, il n'y a plus en fait un homme africain. On sait pourquoi. Parce qu'on leur a tout simplement ôté leur virilité, ce qui fait d'eux un homme. Ensuite, l'esclavage, la traite négrière. Certes, comme je dis souvent, moi je dis à mes élèves, quand je fais un cours sur la traite négrière, ben, parfois les élèves qui sont donc de couleur noire comme moi, ont déjà, d'une certaine manière, construisent dans leur imaginaire qu'en fait le noir est donc égal esclave. Il n'y a que les noirs qui avaient été... Non, pas du tout. Et donc il y a un imaginaire à reconstruire là-dessus aussi. Parce que l'esclavage existait de tout temps. Tous les peuples de la Méditerranée, à un moment donné, ont été concernés par l'esclavage, soit esclaves ou esclavagistes. Donc, qu'on soit des deux côtés, c'est inhumain. Ensuite, il y a la colonisation. Moi, je dis dans Afrique, Europe. Donc, ce que nous mettons en place là, en ce moment, ce n'est pas en fait donc un objectif idyllique où on va dire, oh, c'est trop beau, on va essayer, donc on va construire l'Europe dans le futur. Non, on ne peut pas construire en fait donc un futur sans regarder le rétroviseur. Je me rappelle de la définition que le professeur Tchoub nous avait donné en fait donc historien à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il disait que l'histoire c'est comme ce rétroviseur dont a besoin le conducteur pour aller de l'avant. Non, pour avancer. On ne peut pas nier cela. On l'a reçu ici. Ça, effectivement. Quand on déboulonne en fait des statuts ou une conscience de notre rue, ben, on peut le comprendre. Cependant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas verser dans le populisme. Il faut demander aux historiens, aux scientifiques, qu'est-ce qui s'est passé. Et donc c'est pour ça en fait donc il y a quelque chose en fait donc d'extrêmement en fait dangereux. Et donc c'est les populistes. Je vous assure qu'en fait les populistes font partie en fait de ces dangers. On le voit aujourd'hui. Est-ce que le populisme ça gagne pas du terrain en Afrique? Parce qu'on en parle souvent en Europe, mais en Afrique on n'en parle pas assez. Mais est-ce que ça ne gagne pas vraiment du terrain? Le populisme gagne du terrain en Afrique. Mais ce n'est pas en fait suivant les mêmes causes. En Afrique, ce sont des peuples qui sont blessés. Et moi, je lisais un article où le gars, c'est comme si personne ne nous aimait. Personne ne nous aimait. Même quand il y a le Covid en Chine, qu'est-ce que les Africains ont chassé les Africains en disant que c'est eux qui ont porté le Covid. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. Et donc, ce ne sont pas les mêmes causes. Ce populisme africain, il grandit. Il est né, il grandit sur la base de ce que je dis tout à l'heure. Les Africains sont fatigués de la corruption, de l'absence de démocratie et de la pauvreté extrême. L'humain, son propre, c'est toujours de chercher son bien-être. Voilà. C'est ça, en fait. Et donc, c'est pour cela qu'il faut vraiment savoir raison garder et agir avec lucidité, avec recul. Pardon, car et ça peut être en fait une circonstance atténuante pour les gouvernants. Et gouverner, c'est pas du tout en fait donc pareil comme quand on est dans l'opposition. Donc il y a donc des réalités comme si en fait un président c'est comme un chirurgien et c'est comme en fait donc un mécanicien. Et donc à force de pratiquer, il trouve en fait il connaît les rouages du moteur. Et cependant l'opposition c'est pas le cas en fait parce que l'opposition n'a pas la possibilité d'ouvrir le moteur parce qu'un pays ça ne s'arrête jamais. Effectivement, on va voir avec. Voilà, il est exactement 20h passées de 30 minutes. Bon, nous, c'est très pertinent et nous allons continuer avec notre professeur, mais on va le laisser souffler un peu, prendre un peu d'eau. Et Afrique, Europe, convergence. Moi, il y a quelque chose que je retiens là-dedans, d'ailleurs, qui va être un fil conducteur qui va nous pousser dans un pays, musicalement parlant. Échangeons dans la diversité, parce que ça, on le retrouve dans l'Empire mandingue du temps de Soundiata Keïta à Kourougamfouga. C'est un des articles de cette charte qui nous disait l'unité dans la diversité. Donc nous partons au Mali avec Djalimadi Tounkara.
Merci beaucoup à ces auditeurs qui nous suivent sur Radio Campus Bordeaux. Vous êtes à l'écoute de votre émission panafricaine Passeport et nous sommes en compagnie aujourd'hui d'Ousmane Sari, coordonnateur de cette organisation qu'on appelle Afrique, Europe et Convergence. Alors, on parlait tout à l'heure encore de la situation en Afrique par rapport aux relations entre nos deux continents. Alors, la situation politique aujourd'hui, ça vous inspire quoi? On a vu certains pays quitter la CEDEAO, l'exemple du Mali, certains pays du Sahel pour la création d'une autre entité. Est-ce qu'aujourd'hui, cela ne va pas rendre encore un peu plus difficile les relations entre nos deux continents? Tu as parfaitement raison, c'est déjà compliqué. C'est déjà compliqué, notamment pour ces 3 pays. Que j'ai du mal, en fait, donc, moi, personnellement, à juger, dans la mesure où, comme je le pense souvent, lorsqu'on est, en fait, en plein cœur donc des événements, il n'est pas facile, en fait, de comprendre la réalité, a fortiori, en fait, donc, de les maîtriser. Mais ce que je vois, en fait, il y a comme une sorte, en fait, donc, de tâtonnement qui frôle parfois, en fait, donc, des enfantillages des deux côtés, c'est-à-dire entre les militaires. Moi, je dis clairement, je suis contre le fait que les militaires puissent donc prendre le pouvoir et rester au pouvoir, même si c'est pour lutter contre la corruption. Ensuite, il n'est pas du tout donc facile pour les militaires eux-mêmes, dans la mesure comme on le voit aujourd'hui au Mali, au Burkina, au Niger. Ils ne connaissent pas les rouages, les réalités, en fait, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de notre monde. Et parfois, c'est de manière impulsive qu'ils prennent, en fait, donc, des décisions comme celle qui consiste à dire que nous allons quitter, en fait, donc, la CEDEAO. Mais pourquoi quitter la CEDEAO? La CEDEAO, c'est votre famille. Hein. C'est comme si, en fait, on se levait un jour au lendemain, en fait, je dis, je quitte ma famille. C'est votre famille. Il y a des divergences. Mais comment, en fait, donc, taire ces divergences? C'est dans le dialogue. Et le dialogue ne peut se construire que si, vraiment, encore une fois, je répète, elle se fait dans la démocratie. La démocratie, Ismaël, c'est 3 éléments. C'est l'élection. Oui, moi, je suis pour l'élection. Un vote universel. Le débat et le contrôle. Et le problème maintenant, quand on a des militaires, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de contrôle. C'est très difficile, en fait, donc, d'engager des projets sociétaux sur ces bases-là. Par rapport à cette absence de débat, on constate que certaines décisions sont prises directement par les autorités, les présidents de la République, sans consultation des citoyens qui subissent les problèmes s'il y en a. Parce que, normalement, quitter une organisation comme la CEDEAO, est-ce que ça ne nécessiterait pas d'organiser, par exemple, une consultation citoyenne d'abord? Et c'est ce qui relève, justement, et ça, c'est ce qui relève, en fait, de la différence entre ce qui est légal et ce qui est légitime. Et donc, en Afrique, on a souvent l'habitude de confondre les deux. Avant de répondre juste à la question, je donne juste un exemple. Je suis le ministre de la Santé, par exemple, je donne un exemple. Je suis le ministre de la Santé. Donc, il y a des hôpitaux où, en fait, il n'y a même pas donc, de quoi faire une piqûre. Et pourtant, j'ai voté, en fait, des indemnités pour mes agents. Est-ce que ça, c'est légal? Oui, c'est légal. C'est dans le budget. Mais est-ce que c'est légitime? Non, ce n'est pas du tout légitime. Mais c'est la même chose ici. Donc, comme je dis, les projets sociétaux, si en fait on les prend par une seule personne, dans un contexte si grave, je pense que les retombées peuvent être vraiment en fait dramatiques. Et que le fait de quitter la CEDEAO, pour moi aussi, c'est un pied de nez aux panafricanistes. Oui, le Burkina, le Niger, le Mali sont au cœur de l'Afrique. Ils sont membres de la CEDEAO. Ils sont dans la même famille. Mais c'est qui le papa? C'est qui la maman? Mais il n'y en a pas. Nous sommes tous des frères. Malgré nos divergences, nous devons nous retrouver en fait dans le dialogue. Toujours dans le dialogue. Et car j'ai dit, on oublie souvent que l'essence de la démocratie, ce n'est pas ce que veut la majorité. Je dis bien, hein, mais le pouvoir du peuple à choisir le meilleur projet pour la société. C'est ça la démocratie. Malheureusement, pour revenir sur les populistes, c'est ça en fait. Les gens ont dit, en France, on va faire un référendum sur l'immigration. Vous faites un référendum sur l'immigration, les gens vont dire non.
Mais tout le monde sait que la France a besoin d'immigration. Donc, on est arrivé à un moment où même, la légitimité, pour mesurer la légitimité, ça pose problème. Surtout lorsque, en fait, donc, les cœurs sont sur des braises donc, ardentes, comme ça. Et dans nos pays, il faut savoir que le peuple sur lequel s'applique la démocratie, souvent, en fait, beaucoup ne comprennent pas, en fait, ce système dont le défi, les défis en fait de ce régime politique, c'est de savoir comment choisir le meilleur projet, encore une fois, et les meilleurs hommes et femmes, et non comment faire participer tout le monde à la vie politique. Ce qui est important, c'est le projet. Et la démocratie, en fait, nous permet de discuter du projet. C'est pas juste une question d'élection. Il faut que les gens qui sont en fait, en place puissent le savoir. Mais les militaires, je termine sur ça, ils sont des dominants, en fait. Et ce qu'il faut savoir, en fait, personne n'a le monopole de la domination. Une domination fondée sur la force matérielle, c'est ça. Hein? Si tu ne dis pas ce que je tire une balle, je te mets en prison. C'est ça. Une force matérielle, donc chacun a le droit, justement, à la résistance. Une résistance fondée sur la force. Mais la force spirituelle, si tu veux. Moi, je fais toujours l'éloge de la modération, car jamais la violence a réglé un problème dans notre monde. L'éloge, donc une résistance spirituelle, l'amour de la patrie. Et ça, c'est ce que moi j'appelle le courage. Et le courage qui fait gagner, le courage, c'est celui qui fait gagner, c'est le courage qui fait gagner sans combattre. Le courage d'arriver à la victoire, une victoire qui empêche de combattre ultérieurement et qui inscrit chacun de nous dans une vie, dans la paix et la prospérité. Et ça rejoint tout à l'heure ce qu'on disait sur la question de la diversité. Donc la diversité des opinions dans une société, mais elle est inéluctable. Inéluctable. Et puis c'est toujours constructif. Et c'est toujours constructif, en fait. C'est pour ça, en fait, je pense que le plus rapidement possible, je ne sais pas quelles sont exactement les divergences avec la CEDEAO, mais le plus rapidement possible, c'est d'aller, encore une fois, aux élections. Voilà, aux élections. C'est difficile, mais je pense que les militaires feraient mieux de se concentrer sur la violence qui sévit donc, dans ces pays-là et de laisser en fait donc, les civils les accompagner sur ce plan. Je pense que c'est la meilleure des solutions. Je n'ai pas vu encore un pouvoir militaire arriver en fait, donc, comme je dis, à l'objectif pour sa jeunesse de pouvoir, notamment en Afrique, aller où ils veulent. Donc les Africains, les jeunes Africains. Alors vous avez parlé tout à l'heure de projets, alors que quand on voit la sous-région aujourd'hui, il y a beaucoup de projets d'intégration, beaucoup de projets de développement. Vous êtes spécialiste de la question du développement durable. On pense au projet de la Grande Muraille Verte, on pense à la GLECAF, la zone de libre-échange. Et est-ce qu'aujourd'hui, le fait de quitter aujourd'hui la CEDEAO ou qu'il y ait des divergences entre des pays de cette organisation ne crée pas vraiment des problèmes sur le plan économique et même sur le plan de développement? Pour la GLECAF, moi je pense que c'est un projet qui est très très ambitieux, mais dont la mise en œuvre demande en fait donc, avant tout que l'on remplisse des critères. Et c'est que nos États ne remplissent pas. Tout simplement. Je donne juste un exemple. Alors, mon cousin, il veut aller. Donc, mon cousin. L'exemple de Jean-Louis, mon ami Jean-Louis Sanka, je crois qui aura le plaisir d'écouter donc, en podcast cette émission, qui est ingénieur, donc qui travaille à l'UICN, Guinée-Bissau. Il devait aller au Kenya. Il a fallu qu'il prenne l'avion pour aller au Maroc. Après le Maroc, Dubaï. Après Dubaï, Nairobi. Ah oui. Vous voyez, c'est difficile. C'est pour ça, en fait, moi, je pense qu'il faudrait des institutions, des nations fortes, des pays qui sont forts. D'abord, avant tout, comme je vois, en termes d'aménagement. Donc, il faut aménager les territoires. Et aménager les territoires, ce n'est pas simplement, en fait, construire donc des ponts, des autoroutes et autres. C'est également penser global, en fait, sur les aménagements. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est aménager pour répondre à la question de l'accès. L'accès à l'alimentation. On a en Afrique tout pour avoir
l'autosuffisance alimentaire. Qu'est-ce qui nous empêche de l'avoir? Parce qu'en fait, c'est comme si en fait nos cerveaux étaient donc tournés vers d'autres horizons. Et c'est la réalité. L'occidentalisation de nos modes de vie qui fait qu'aujourd'hui, quand je suis sénégalais, le matin quand je me lève, il faut que je mange du pain avec du blé. Alors que nous avons donc des alternatives à cela. Et moi, que je mange ici, que j'achète parfois. Donc, quand je vais au Lidl, je vois qu'ils font du pain avec du maïs. Et c'est délicieux. Et donc, pourquoi, en fait, il y a, en plus de cette aménagement du territoire, il y a une éducation, en fait, donc, à mettre en place. C'est sur l'alimentation, par exemple. Et donc, si on a une éducation à l'alimentation, on crée des marchés pour développer l'agriculture. Nous avons des terres, nous avons de l'eau, nous avons les ressources humaines pour ça. Mais pourtant, on est comme bloqué. Pourquoi on est bloqué? La réponse que l'on doit donner, que les gouvernants doivent donner au peuple africain, c'est ça. Pourquoi ce blocage, malgré tout le potentiel qu'il y a? La réponse, c'est pas juste comme je dis, de trouver en fait, essayer de trouver avec le point levé et dire je vais me venger quoi que ce soit. Non, comme j'ai dit en fait, la revanche, c'est ouvrir notre front. Parce que si tu prends la revanche sur quelqu'un, lui aussi va vouloir prendre à son retour, en fait, sa revanche. Donc, aménager le continent à petite échelle, avec des projets qui visent d'abord à satisfaire la question de l'accès. Que les enfants aillent à l'école. Ça, c'est important, ça. Et nous, dans Afrique Europe, on compte mener en fait des projets là-dessus. La question de la santé. Aujourd'hui, l'IA, la révolution numérique, tout ça, nous avons les moyens pour pouvoir en fait investir dedans et soigner en fait nos enfants, soigner en fait nos femmes, notamment quand les femmes dans les profondeurs du Sénégal, même dans la banlieue dakaroise, et ils ont du mal à trouver des structures de santé qui peuvent les suivre pendant, par exemple, leur grossesse. C'est ça la vie, c'est ça la société. S'il n'y a pas de transmission, il n'y a pas de société. Donc, les femmes, on doit les considérer encore et encore davantage en leur permettant, en fait, quand ils sont en fait en état de grossesse, qu'ils puissent être suivis et qu'ils puissent être donner vie en fait dans d'excellentes conditions. La question énergétique aussi se pose. Aujourd'hui, je lui prends l'exemple du Mali, de la Guinée, vous avez en fait des coupures de courant pendant toute une journée. Et les gens ont de l'électricité pendant 2 heures, 3 heures. On est en 2023. Où sont passés les grands chantiers en fait, de ceux qui nous ont dirigés pendant des décennies et des décennies. Donc il y a lieu aussi de revoir en fait justement la réalité des choses et d'agir avec promptitude et surtout avec beaucoup de pragmatisme. Est-ce que ça m'interpelle sur une question? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de répartition des richesses? Parce que ce qui revient beaucoup dans votre discours, c'est que l'Afrique est riche. Nous avons des ressources, on a presque tout. Mais quand on fait le constat aujourd'hui dans certaines villes, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays en Afrique, on voit que les villes où on exploite des richesses, c'est les villes qui sont parfois les villes les plus pauvres. Et les citoyens ne sentent pas exactement qu'ils ont des richesses et que ces richesses sont exploitées. Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas orienter cette éducation vers une répartition des richesses et aussi une éducation, surtout de nos gouvernants, pour qu'ils sachent que les populations ont aussi besoin de ces richesses-là? Mais effectivement, tu as parfaitement raison. Mais qu'est-ce qu'on appelle richesse? Le pétrole, c'est pas le gaz, les terres, le zircon, tout ça, ce sont des ressources, ce ne sont pas des richesses. Ce qui en fait des richesses, c'est la capacité à les mettre en valeur. Oui. C'est ça, en fait, la richesse, en réalité. Et donc, ce que nous devons voir, ce sont ces mécanismes qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans la mise en œuvre, en fait, de nos richesses. Prenons, par exemple, l'exemple du zircon au Sénégal. Mais quand je vois, en fait, moi, j'étais stupéfait, en fait, de voir que l'exploitation du zircon, la compagnie qui exploite le zircon, il n'y a que des étrangers. Même le représentant de l'État du Sénégal est un étranger. Donc il y a lieu de revoir nos mécanismes. Et c'est un peu partout. Et ce n'est pas que l'Afrique. C'est un peu partout, en fait, en réalité. Et donc ce qui veut dire qu'en fait, la solidarité occidentale
doit en fait donc, se jouer sur ce plan-là. Et c'est pour ça en fait il faut qu'on parle un tout petit peu, excuse-moi, des populistes et des xénophobes. Le fantôme de la xénophobie a le même visage partout. Et pour dire en fait d'expliquer à ces populistes, à ces xénophobes européens que d'abord, oui, ici il y a une population africaine immigrée qui travaille, qui enrichit ce pays. Je ne nie pas qu'il y a en fait donc oui parmi eux en fait des gens qui sont pas du tout en fait donc disons qui ne respectent pas en fait les lois, donc qui bafouent, qui trichent, etc. Donc voilà, ça existe partout. Mais ce que je veux dire par là, cette immigration-là a son pendant aussi là-bas, parce que les Européens, les Américains, tous les Occidentaux sont présents dans nos pays. D'une certaine manière, c'est une forme d'immigration. Parce que les immigrés ici, ils envoient de l'argent dans nos pays, plus que même que l'aide au développement. Mais les entreprises qui sont dans nos pays, ils envoient aussi ici de l'argent. Voyez-vous ? Et donc, je pense que c'est ces mécanismes-là qu'il faut en fait donc revoir et voir comment, comme j'ai dit tout à l'heure, Afrique-Europe, convergence. Et donc, des relations équilibrées. Comment, en fait, justement, l'Europe peut aider à l'éducation, à la technologie, pour qu'en fait, qu'on puisse mettre le paquet sur la formation et que des mécanismes nouveaux soient mis donc, à l'œuvre pour que les ressources dont on dit l'Afrique est riche, mais l'Afrique a des ressources, qu'on puisse en fait mettre en valeur ces ressources, transformer les ressources avec nos propres moyens. Voilà. Moi, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur ces trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina, qui viennent de quitter la CEDEAO. C'est un coup quand même assez... C'est un acte assez important. On sent qu'il y a une puissance derrière ces trois pays. Mais que vaut cette puissance pour l'Afrique ? La question, c'est, finalement, est-ce qu'on peut remplacer, en fait, donc... je sais pas, comme ils le pensent, donc j'essaie de rentrer dans leur tête. Est-ce qu'on peut remplacer un bourreau par un dominant par un autre dominant? La question est non. D'où l'intérêt pour nous, en fait, donc, de nous focaliser encore une fois sur nous et de nous ouvrir à tout le monde. Comme je dis, en fait, on est dans une mondialisation. Mais vous dites, je prends l'exemple juste de la Chine. Ce qui fait aujourd'hui les richesses, en fait, donc les entreprises qui font les richesses donc, aux États-Unis, bien entendu, après Walmart, qui est la première, donc il y a donc les GAFAM. Et ces GAFAM, les richesses, c'est surtout, en fait, grâce à ce que la Chine leur offre, qui leur ont permis, en fait, donc, de se développer, tout simplement. Et pourtant, entre la Chine et les États-Unis, mais politiquement, c'est tendu. C'est très, très tendu. Exactement. L'iPhone est assemblé à l'intérieur de la Chine. Et pourtant, l'iPhone, c'est un symbole de la puissance américaine. C'est le symbole de la Silicon Valley et de toutes ces synergies qui sont créées. Et donc, si, en fait, étant au centre du monde, comme on le voit sur une planisphère, donc le Niger, le Burkina et autres, mais pourquoi se fermer, en fait, donc, la possibilité de parler, en fait, donc, à tout le monde? Et parler à tout le monde, c'est pas, en fait, juste dire que j'efface tout. Non, pas du tout. S'il y a des différends politiques, encore une fois, il faut les régler autour de la table. La violence n'a jamais réglé. Et la violence, parfois, elle est même beaucoup plus violente par les mots et par les décisions. Et que se tourner, à mon avis, vers donc, la Russie, moi, qui, comme je l'ai dit au début, qui tient vraiment aux valeurs de démocratie, d'égalité et de liberté, ça ne me rassure pas. Ça ne me rassure pas dans la mesure où on sait en fait donc, ce qui se passe en Russie. Bientôt, il va y avoir des élections. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Et donc, la démocratie n'est pas réelle. Et donc, si vous avez entre guillemets, un protecteur, parce que j'ai entendu aujourd'hui, tout à l'heure, que oui, que la Turquie, donc aussi, est là aussi pour aider le Niger, etc. Donc oui, c'est très bien, il faut s'ouvrir à tout le monde. Mais attention, à ne pas s'ouvrir à une puissance qui met donc en œuvre donc tout ce qui est défavorable
à la démocratie. Car l'absence de démocratie, c'est juste un mot là-dessus. Et l'absence de démocratie est nuisible pour les peuples. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos pays, comme je dis, comment un dirigeant, par exemple, africain, un homme politique, peut être aussi riche ainsi. Alors qu'à côté, vous avez des enfants. Moi, j'ai vu des enfants marcher chaque jour 3 à 4 kilomètres pour aller à l'école. C'est ça, en fait, le problème d'absence de démocratie. Parce que si nous avions des institutions libres, séparées, avec des partages, des pouvoirs partagés, eh bien, tout acte de corruption finirait devant les corruptions et les gens auront peur. Comme je dis tout à l'heure, en fait, on n'ose pas le faire ici. Pourquoi on le fait chez nous? Alors, restons sur toujours cette question de ces pays. Alors, est-ce qu'ils ne sont pas en train de vivre un paradoxe qu'ils ne maîtrisent pas parce qu'ils chantent aujourd'hui la liberté, l'indépendance? J'ai vu même aujourd'hui certaines figures du panafricanisme comme Kemi Seba qui s'incline devant la tombe de Modibo Keïta, chantant ses louanges, disant que ce sont ses vœux qui sont exaucés aujourd'hui, alors qu'en réalité, on a changé, comme vous venez de le dire, un dominant par un autre dominant, une puissance qui est juste venue aussi pour ses propres intérêts. Si on veut, en fait, aujourd'hui, faire des constats sur notre monde actuel, avec les émotions bâties sur des réalités de 1960, bien, franchement, on se trompe. On se trompe vraiment. Et que le panafricanisme idyllique, aujourd'hui, qui se développe, dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a fait pour unir l'Afrique? On ne peut pas unir l'Afrique tant que ce projet n'est pas engagé par tous les Africains. Je ne parle pas du gouvernement. Ce ne sont pas les activistes qui vont construire le panafricanisme. Ce ne sont pas les gouvernements qui vont construire le panafricanisme. Vous savez ce qui va construire le panafricanisme? C'est quoi? C'est en fait qu'il y ait des interactions entre les peuples africains. Comme ça, tout existait dans l'histoire. On n'apprend pas à l'Afrique la démocratie, il a existé en Afrique avant même que les colonisateurs soient là. J'en veux pour preuve les élections du Damel di Kayor. Bien entendu, même si c'était une démocratie incomplète parce que tout le monde ne votait pas. On en connaît tous. Donc l'Afrique n'a jamais connu de frontières. On ne connaît pas la frontière. Pour nous, la frontière, c'est la distance. Quand c'est loin, il y a une frontière, si vous voulez. C'est jamais matérialisé. C'est le colonisateur qui a matérialisé une frontière. Que de fois, les Africains de diverses origines se sont retrouvés dans les loumans, dans les marchés pour commercer. Et bien c'était à petite échelle. C'était à petite échelle parce qu'en fait, les moyens de communication s'arrêtaient là. Mais aujourd'hui, si on permettait aux Africains, sans qu'il y ait en fait des influences, disons néfastes, intérieures, extérieures, les Africains eux-mêmes, on les voit, les Africains sont tous hospitaliers. On est dans la teranga, on nous dit. C'est pas que au Sénégal qu'il y a la teranga. Je fais un bout d'histoire, lorsque l'Empire ottoman a fermé le commerce avec l'Orient, et que les Portugais ont découvert la caravelle. Donc les Européens se sont lancés à la découverte en fait de nouvelles voies pour relier l'Inde. C'est ainsi qu'ils ont découvert les côtes africaines et par accident l'Amérique. Voyez-vous? Et donc lorsqu'ils sont arrivés, on leur a pas dit que faites-vous ici. L'Africain ne dit pas ça. Vous arrivez à Dakar, on vous dit bienvenue. Oui. Et donc, c'est ainsi, en fait, que l'Africain est ouvert. Les Africains sont ouverts. Si on les laisse, en fait, échanger entre eux, c'est dans ce cadre-là, je pense, que l'on peut construire le panafricanisme par le biais de projets à petite échelle avec des pays forts et non pas par des discours parfois qui ressemblent juste à un vide et creux et qui sont fondés que sur des émotions. Il n'y a aucun pragmatisme dans ce que nous sommes en train de faire. Donc, si je comprends bien, le panafricanisme aujourd'hui, ça rime pas avec la révolution, mais avec évolution. Très bien. Ça rime avec, il faut évoluer, il faut pragmatique, il faut passer à l'action. Donc, ce qui veut dire qu'il faut en fait générer un processus et qui soit un processus adapté
à l'Afrique. C'est pas on a signé donc le traité de libre-échange qu'on connaît le panafricanisme, non, pas du tout. Voyons ce qui se passe, par exemple, je reviens sur la question de la CEDEAO. Voyons ce qui se passe avec la CEDEAO. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a un gros frein là-dessus. On parle en fait de la monnaie. On parle de la monnaie. On dit oui, il y a une colonisation donc française qui se poursuit à travers donc la monnaie. Et la monnaie, oui, mais c'est vrai, mais chaque pays, à mon avis, devrait avoir sa propre monnaie. Mais attention, sur ce plan-là aussi, la monnaie, c'est un symbole de souveraineté. Mais ce n'est pas un gage de souveraineté. Ça, il faut le savoir. Si vous créez votre monnaie et que vous participez à 0,5% du commerce mondial, mais vous perdez votre souveraineté monétaire, parce que, tout simplement, parce que pour aller acheter du pétrole, ou bien même vous-même, si vous quittez, je ne sais pas moi, prenons l'exemple de la Gambie qui a sa monnaie, vous venez ici, est-ce que vous allez utiliser les Dalassi? Mais non, vous n'allez pas l'utiliser, personne n'en veut. Et donc, pour acheter des choses que vous ne savez pas et qui sont extrêmement, en fait, disons, importantes pour vous, vous devez aller chercher la monnaie américaine ou la monnaie européenne. Et vous? Et donc, moi, je sais, en fait, donc, oui, que la France, sous Emmanuel Macron, a fait beaucoup par rapport au CFA. Et donc, ce qu'il faut, il faut continuer à cela, continuer dans ce sens-là, aider les pays de l'IMOA à créer leur propre monnaie. Mais créer sa propre monnaie, ça veut dire avoir une économie solide. Si tu n'as pas une économie solide, et tu vas donc tout simplement courir après les devises pour aller acheter ton pétrole, ton gaz, ton machin, tes médicaments et autres. C'est ça la réalité. Et donc la monnaie, c'est un symbole, mais ce n'est pas un gage de souveraineté. Et donc, dans les dialogues, tout cela dans le dialogue, on a le Nigeria, qui est une puissance, qui est dans la CEDEAO, même si c'est un colosse au pied d'argile parfois, vu ce qui se passe, en fait, les inégalités qui sont extrêmement importantes, la violence dans le pays, les dommages environnementaux avec le pétrole, etc. Mais je pense que, comme je dis toujours, l'Afrique a toujours des réserves pour aller de l'avant. La preuve, aujourd'hui, c'est le continent avec lequel tout le monde veut bâtir l'avenir. Alors est-ce qu'on n'est pas aujourd'hui pessimiste quant à une Afrique unie? On parle beaucoup de l'unition, mais il y a plus de divergences. On voit ces organisations qui devaient servir de pont pour unir ces peuples. L'exemple de la CEDEAO qui peuvent prendre d'un jour à un autre une décision pour, par exemple, faire un embargo. Est-ce qu'aujourd'hui, donc, c'est pas mal parti pour unir l'Afrique? Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, en fait... l'unité de l'Afrique, ça passe par les peuples, ça ne passe pas par les gouvernants. Ça ne doit pas passer par les peuples. Oui, les gouvernants peuvent faciliter, par exemple, moi je rêve en fait d'avoir une université où les étudiants, comme ce qui se passe en Europe, peuvent en fait donc venir donc étudier dans la ville où ils veulent. Mais cela suppose qu'on ait des universités qui fonctionnent quand même. Et donc, ce que tu dis, en fait, donc c'est vrai. Moi, je ne suis pas pessimiste, mais je dis qu'en fait... peut-être que ce ne sera pas notre génération, mais c'est à nous, en fait, de poser les jalons. Comme aujourd'hui, justement, vous parlez de l'Europe. Le projet européen, il a démarré depuis le congrès de La Haye. Donc, après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des divergences comme, entre les unionistes et les fédéralistes, comme aujourd'hui pour le panafricanisme. Et l'Europe est encore un projet. C'est encore un projet. Le projet européen n'est pas encore terminé. Mais ils avancent sur le projet. Avec toutes les difficultés qu'il y a, avec toutes les divergences qu'il y a, on le voit aujourd'hui également avec ce qui se passe avec le dernier Conseil européen, avec la position de la Hongrie par rapport donc, à l'Ukraine. Mais on a en fait donc, des modèles que l'on peut voir, que l'on peut regarder. Le projet panafricaniste, il doit être posé, mais c'est dans le temps long. Merci Ousmane Sarri. Voilà. Merci chers auditeurs, c'était Ousmane Sarri dans votre émission Panafricaine Passeport. Voilà, donc on va se quitter. Le temps qui nous est imparti, malheureusement, est fini. Et je pense que Ousmane va revenir encore. Parce que la discussion était très intéressante et surtout donc avec cette association, cette organisation qui prône les cultures. Voilà, la diversité, parce que dialogue. Voilà, on se dit, on a toujours entendu parler que la beauté d'une culture ne peut se lire que dans le reflet de celle de l'autre. Effectivement. Donc, sur ce coup, on se quitte et on va se quitter en nous disant Mbote Nayo à toute la famille congolaise et on va